arbitrairement, on va commencer par un groupe de la salle qui était là. Qui sont les rapporteurs et rapportrices? Ouais, ouais. Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais rapporter rapidement, ça ne va pas prendre trop longtemps. On a eu un peu des difficultés à trouver une lutte dite emblématique de notre groupe. Et du coup, je vais un peu biaiser le truc en disant que ce qui est ressorti de toutes nos interventions, c'était plutôt des luttes dites de l'ordinaire. Alors, qui ne sont pas des luttes de l'ordinaire, type je vais faire mes courses en vrac, etc. C'est plutôt dans des réels choix de vie et des luttes au quotidien qu'on peut mener, que ce soit dans monter un collectif, faire un média, ou alors s'organiser différemment au travail, ou monter des choses qui sont vraiment porteuses de sens. Et du coup, on s'est dit qu'insister sur ces questions-là, c'était intéressant parce que tous les jours, y a une multitude de luttes qui nous animent et qu'on porte au quotidien, et que parfois ça peut même être vraiment épuisant, notamment de réexpliquer constamment les mêmes choses aux mêmes personnes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans ces mêmes réflexions-là, par exemple. Et du coup, voilà, c'est sur ça qu'on voulait insister aujourd'hui. Voilà. Parce qu'une personne du groupe vous complétez. Ok, merci pour ce point de départ. Du coup, le deuxième groupe à l'intérieur. Ok. Reste à ta place, hein, j'arrive. Je sais pas si j'ai pas forcément besoin de micro, mais... Ou ça doit parce que c'est... Ah, c'est enregistré, c'est ça. D'accord. Et bonjour tout le monde. Alors nous, on a une lutte ou un combat qui vraiment a fait l'unanimité pour la petite présentation que je vais faire, c'est les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, que Frédéric, qui est là, a vécu de l'intérieur, et donc il nous a donné plein d'informations très précieuses. Donc je vais essayer de vous les présenter. La première, c'est les caractéristiques du mouvement au départ. Il a insisté sur le fait que c'était un mouvement apartidaire. Je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, moi je l'ai découvert. Donc c'est n'appartenant à aucun parti. Et la fraternité aussi, qui était très très importante entre les Gilets jaunes. Le fait de décloisonner un petit peu des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'échanger entre eux, notamment sur les ronds-points, et même entre milieux sociaux différents. Une grande solidarité. Les points négatifs qu'il a pu noter, c'est que malheureusement, il y a des courants qui se recréent, malgré tout, évidemment, puisqu'il y a quand même énormément de populations qui sont représentées au sein des Gilets jaunes, et qu'il y a aujourd'hui quelques tendances qui se dégagent, à savoir une partie du mouvement qui est représentée par les personnalités qu'on a pu voir à la télévision, Maxime Nicole, Éric Drouet, Priscilla Ludowski ou Jérôme Rodriguez. Un autre courant qui est celui de... alors je crois qu'il s'appelle... Moi je disais Laurent, mais tu as un doute sur le prénom. Laurent Boulot, qui est l'avocat dont vous avez peut-être entendu parler, qui est passé sur Thinkerview aussi. Enfin, voilà. Il y a un courant des ADA. L'ADA, c'est l'Assemblée des Assemblées. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais voilà. C'est le lieu où les rencontres, plutôt, où les gilets jaunes des différents ronds-points se rencontrent, échangent pendant une journée, 2 journées. 2 journées, d'accord. Merci. Et à l'intérieur même de l'ADA, il y a deux courants, un courant plus communaliste et un courant plus républicain. Voilà. Et les deux partis les plus représentées d'ailleurs, c'est FI et le Rassemblement national, c'est ça? Non, d'accord. Globalement, pardon, dans les Gilets jaunes, pardon. Et dernier mouvement, les convergents. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est... alors, moi-même, hein, je connais pas mal de Gilets jaunes, et donc j'ai rajouté aussi 2-3 bricoles. Je pense qu'on a touché du doigt la peur du système et les limites du système, puisqu'à un moment donné, il y a eu toute la désinformation, des chaînes de désinformation, enfin c'est comme ça que je les appelle moi, et tous les médias qui ont contribué à sectoriser, à cataloguer, et à faire de ce mouvement ce qu'il n'était pas. Et puis la répression policière, évidemment, qu'on a pu voir et qui est juste dramatique dans un pays comme le nôtre, tout court. Les revendications. Alors les revendications, finalement, il y a 3 revendications principales. Celle du début, qui est le pouvoir d'achat, la justice sociale et la démocratie. Alors on a beaucoup parlé du RIC, mais il y a vraiment une réflexion globale sur la démocratie. La communication, ça c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe qui a relevé.
qu'effectivement, il y a un emblème très fort, c'est les gilets jaunes, hein, qui a été repris un peu dans le monde entier. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je crois que jusqu'à Hong Kong, il y a des personnes qui ont porté des gilets jaunes, donc à un moment donné, c'était quand même très fort. Et une marque très forte. Donc voilà, je pense qu'un peu malgré eux, il y a quelque chose de très fort qui est passé par ces symboles. Et puis pour terminer, je qualifie ça d'ouverture, mais ce sont les thématiques qui sont les plus débattues entre Gilets jaunes. Donc la démocratie, l'écologie, la répression policière, judiciaire forcément. Et moi j'ajouterais l'effondrement. Alors je suis effondriste personnellement. Et ce qui m'a le plus frappé en rencontrant des Gilets jaunes, à la fois du 91, des Gilets jaunes constituants, des Gilets jaunes à Strasbourg, puisque je suis strasbourgeois, c'est qu'ils parlaient non pas de climat, non pas d'écologie, mais d'effondrement. Et donc, alors que j'ai quelquefois du mal à faire passer ce message auprès de personnes on va dire, bobos, centre-ville et autres, là, de voir des gilets jaunes qui parlaient d'effondrement, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Je crois avoir à peu près tout dit. Merci beaucoup. Du coup, on va passer au groupe qui était à l'extérieur. Donc le groupe qui était là-bas. Yes. Ouais, c'était vous. Bon, nous, la lutte... Il faut le micro. Nous, la lutte qu'on a choisie, en fait, c'est parti d'un constat de ce qui rassemblait toutes les luttes auxquelles on a pu participer ou dont on a parlé. Et c'est qu'au-delà de la lutte contre un projet politique ou contre un projet d'implantation d'un center park ou d'une autoroute, dans tous ces endroits-là, il y avait des créations de lieux de vie où on réinvente une manière d'habiter, une manière d'être ensemble, une manière d'être en relation. Et du coup, l'expérience dont on a choisi de parler et de rapporter aujourd'hui, c'est l'expérience on peut les appeler les communautés alternatives, ou en tout cas, c'est les groupes de gens qui choisissent de vivre ensemble autrement et en réinventant de façon assez holiste finalement donc toutes les dimensions de la vie quotidienne et de re-questionner tous les pans de la vie quotidienne. Voilà. Du coup, c'est des exemples qui ont pu être pris à la fois dans des cafés associatifs ou qui deviennent une sorte de petite communauté au sein de la ville. Ça peut être les lieux de vie dans les ZAD. Ça a pu être... la création au sein de petits villages ruraux de démocratie participative et citoyenne, où les habitants et les habitantes reprennent le pouvoir et recréent les liens qui les unissent et qui les lient à la vie politique de leur lieu de vie. Et du coup, ce qui est intéressant et ce qui pour nous est inspirant dans ces communautés de vie, c'est vraiment le fait de se dire qu'en fait on peut choisir d'être autonome alimentairement ou énergétiquement, mais on ne peut pas être en autarcie totale. On est forcément inséré dans un territoire, donc en lien avec les luttes locales et en lien avec les pouvoirs locaux, et que finalement du coup c'est l'idée de reprendre le pouvoir en choisissant les dépendances, en choisissant ces dépendances vis-à-vis de l'ensemble du système. Voilà. Est-ce qu'on peut vous donner plus d'exemples de ce qu'on a dit au sein de ces communautés, mais sinon, voilà. Merci beaucoup. Du coup, le groupe qui était juste là, peut-être c'est le groupe qui parlait beaucoup de NERPIC. Bonjour à tous. Moi je vais vous parler de NERPIC comme un exemple d'un projet de comment un centre commercial se construit dans une grande métropole sans qu'on puisse trop y résister de façon structurelle. Ça se fait. Ce projet de NERPIC, c'est à côté de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, et ça fait 12 ans qu'il y a une volonté
de la mairie qui possédait une friche de 4,5 hectares d'en faire quelque chose. Et ils se sont dit, du coup, mécaniquement, logiquement, on va dire, on va faire un centre commercial. Et donc un promoteur dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Apsis, a proposé un projet il y a une dizaine d'années. Et banco, on y va. Ça faisait des recettes pour cette commune-là. Et c'est monté depuis 12 ans, du coup, un collectif qui s'appelle Coalition Action NERPIC, qui essaie de lutter contre ce projet-là. Et qui le fait par tous les moyens possibles, c'est-à-dire des recours en justice. Il y en a eu de Géant qui était le concurrent d'à côté, et il y en a eu d'une partie de ces citoyens-là pour de multiples raisons, qui ont réussi à ralentir ce projet, à faire annuler le premier permis de construire, etc. Sauf qu'au final, les choses s'accélérant, Apsis maintenant a son permis de construire et est propriétaire du terrain depuis peu, donc a repayé, a racheté le terrain qui était à la commune, et là, ça y est, ils l'ont en privé. Et là, je vais reprendre mes notes pour vous raconter le truc intéressant. Et du coup, ce collectif, maintenant, c'est une trentaine de militants actifs qui sont dans le noyau, qui essaient de coordonner les actions et de faire en sorte que ce truc continue à bouger, avec deux objectifs. C'est déjà de sensibiliser les habitants locaux, parce qu'au final, c'est pas vraiment facile de faire comprendre aux gens où est la menace, où est le problème pour maintenant et pour le temps long. Donc il y a un travail à faire. Ils distribuent des flyers dans des boîtes aux lettres, ils font des actions démarches. Il y a même eu un début d'occupation qui a été rapidement arrêté, et intensifié, fluidifié et coordonné aussi les recours en justice de l'autre côté, pour que ça aussi, ça prenne un maximum de puissance. Les obstacles, c'est justement difficile de sensibiliser l'opinion publique et les habitants locaux, à part les commerçants qui sentent le mauvais vent venir. C'est pas évident pour des gens qui habitent à côté de se dire où est le problème d'un énième centre commercial quand on vit dedans. C'est difficile aussi d'aller justifier auprès de la commune le fait que ce manque à gagner là, du fait qu'une commune comme ça, ils sont entre le marteau et l'enclume, ils ont de moins en moins de dotations d'État, et du coup il faut bien trouver de l'argent pour... en tout cas, ils justifient comme ça le fait de faire ce truc, c'est que ça fait de l'argent de centre commercial pour continuer à développer et à avoir d'autres actions sociales, et des médias locaux et une opposition politique qui reste assez discrète sur ce genre de projet-là. Et la suite, se pose la question d'une occupation, mais qui ne semble pas évidente parce qu'il y a justement peu de militants et que ça s'organise, c'est extrêmement énergivore et difficile à mener. Et en plus, c'est en plein centre-ville et c'est pas forcément tactiquement facile à gérer. De continuer les recours en justice, il y en a encore qui sont sur le feu, donc à voir ce que ceux-là vont donner. Et puis continuer à sensibiliser les habitants pour essayer de faire le dernier flyer, qui est dispo d'ailleurs, pour essayer de faire émerger d'autres imaginaires, peut-être qu'en ayant des alternatives auprès des habitants, juste au lieu de lutter contre, lutter pour le fait que cette friche devienne autre chose qu'un centre commercial. Ça peut aider à mettre de l'énergie autrement que juste contre quelque chose qui est difficile à imaginer. J'ai fini. Merci beaucoup. Du coup, on va passer au dernier groupe. Yes. Ok, alors le dernier groupe, nous aussi, on a décidé de s'approprier la consigne et de ne pas parler d'une seule lutte, parce que on a remarqué que dans notre groupe, on avait vraiment un beau panel de luttes où on couvrait pas mal de sujets qui étaient vraiment très intéressants et qui touchaient pas mal de choses. Donc je vais plutôt vous parler des liens ou des oppositions, si on peut vraiment parler d'opposition, entre toutes ces luttes dont on a parlé. Alors, dans un premier temps, on avait plusieurs luttes à l'étranger, ou qui commençaient à l'étranger. Notamment, on a parlé de la gestion des déchets en Colombie, avec Anna. Et puis, au contraire, on a parlé... Eve nous a parlé de lutte en France avec, par exemple, la constitution d'un supermarché où chaque personne est actionnaire, co-actionnaire de ce supermarché. Donc on a parlé d'action locale, de pensée globale, plein de sujets très intéressants. On a parlé de luttes qui ont eu du succès. Par exemple, Alain nous a parlé du gaz de schiste, où ils avaient réussi à ne pas faire signer qu'il n'y ait pas de gaz de schiste, en tout cas pour l'instant, sur leur territoire. Et puis, au contraire, de lutte avortée, avec Camille qui racontait qu'elle avait essayé de faire retirer un journal gratuit à Madagascar
qui faisait des blagues oppressives sur les femmes et qu'elle n'a pas réussi, malheureusement. On a parlé de lutte qui était menée par des cercles militants. Jean-Luc qui nous a raconté sa lutte pour que 2 communautés roms ne soient pas, ne soient pas, comment on dit, j'ai perdu le mot, expulsées, merci, ne soient pas expulsées de sa ville. Et au contraire, on a parlé aussi d'autres fois de lutte qui essayait d'initier, de toucher des individus qui étaient non militants. Avec par exemple, moi j'ai parlé d'une association d'étudiants qui propose des cours de salsa et qui parle de l'eau à ses membres. On a discuté quelque chose de très intéressant aussi, c'est comment pérenniser les luttes, une fois qu'on a touché des gens qui sont non militants. Alors là, c'est Paul qui nous a parlé par exemple de la réforme des retraites, où ils ont discuté beaucoup de la réforme des retraites avec des personnes donc, qui n'étaient pas politisées, et grâce à cette discussion, à cette lutte sur la réforme des retraites, a réussi à pérenniser des militantismes. D'autres fois aussi, des choses on peut penser que ça peut marcher pour faire pérenniser les luttes, ou par exemple pour conscientiser des gens. On a parlé d'habitat participatif avec Elisabeth, où elle nous disait que finalement, là, ils essayaient de parler des charges, ce qui touche au porte-monnaie, que ça aurait pu parler à beaucoup de monde, et en fait, pas tellement. Mais au contraire, ce qui avait plutôt fonctionné pour créer du lien, etc., c'était le jardin partagé au sein de l'habitat. Voilà, donc on avait la moitié du groupe qui avait plutôt parlé de lutte environnementale, l'autre moitié du groupe qui avait plutôt parlé de lutte sociale, et on s'est dit au final que c'était la même chose, tout se coupait, lutte environnementale et lutte sociale, et que c'est pour ça qu'on était tous là en fait avec le PEPS. Merci beaucoup. Oui, tu voulais compléter ? Bonjour, Alain Stourm, donc Grenoble. Voilà, alternative et autogestion. Ouais, je vais parler plus fort dans le micro. Bon, je suis un peu pas bien depuis quelques temps, là je suis là. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi et à quel titre monsieur Bernard Macret et monsieur Antoine Bach qui sont là, sachant que est-ce que c'est au titre de FI, parce que j'ai déjà vu utiliser cet intitulé, ou au titre de dissidents d'ensemble qui ont explosé lors de l'opposition au plan de rigueur de la municipalité antisociale et autoritaire de Grenoble, présidée par Piolle, ou est-ce qu'ils sont là en termes d'élus ou d'ex-élus de cette municipalité ? Je pense qu'on va pas répondre à cette question parce que c'est pas le sujet de l'atelier, et que si vous êtes en fait je pense qu'on va pas aborder cette question là maintenant. Je suis désolé. Oui, mais on aura peut-être d'autres occasions d'en parler. Là je suis désolé, c'est un peu une prise d'otage du groupe sur des trucs que toi tu sais que ouais, mais du coup tu as des inimitiés personnelles. Là on est plutôt si tu veux, mais là on va pas l'aborder maintenant, puisqu'on est là pour parler pour l'instant des luttes locales et de comment on crée du collectif à partir de luttes locales. Du coup, on aura sûrement d'autres occasions d'en parler. Enfin, en tout cas, il faudra trouver d'autres occasions d'en parler, mais on va pas utiliser ce moment-là pour ça. Je suis désolé, je suis l'animateur, je suis chiant, mais voilà, je vais l'assumer. Donc voilà. Du coup, on continue ce tour de table des luttes avec une expérience dont on voulait un peu vous parler, donc qui est l'expérience de l'Alliance citoyenne. Donc, je vais laisser un peu la parole pour que tu nous brosses un petit peu le panorama de qu'est-ce que c'est, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, tout ça, et je poserai quelques questions, et après l'idée c'est qu'on puisse aussi poser des questions pour avoir un peu plus d'infos. C'est large comme cadre. Je vais l'enlever. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors l'Alliance citoyenne, c'est une association qui s'est montée à Grenoble, mais qui depuis a essaimé et s'est développée à Lyon, mais aussi à Aubervilliers en région parisienne. Moi, c'est de là que je viens, c'est-à-dire que je suis organisateur au sein de l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers, donc qui est une commune qui juxtapose le périphérique parisien, donc qui est vraiment limitrophe à Paris.
dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui est un département particulier, que c'est un des départements les plus pauvres, si ce n'est le plus pauvre de France, où il y a beaucoup de problématiques, notamment liées au mal logement, liées voilà, à une très grande précarité. C'est un des départements où il y a le parc HLM le plus développé. Et voilà, ça fait depuis 4 ans qu'on développe l'association là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Alliance citoyenne ? C'est une association donc, qui s'est montée, il y a une expérience qui s'est développée depuis une petite dizaine d'années, qui a été initiée par des militants voilà, qui venaient d'horizons assez divers, des luttes altermondialistes, des luttes plus locales dans la région de Grenoble, et qui ont eu envie de militer autrement, parce qu'ils étaient un petit peu dégoûtés, ou en tout cas voyaient beaucoup de limites dans les expériences qu'ils avaient pu avoir précédemment, leur expérience militante, que ce soit dans les organisations syndicales, dans des associations diverses et variées, et qui ont voulu s'inspirer de pratiques qui se faisaient notamment au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ce qu'on appelle le community organizing, c'est-à-dire des associations qui menaient des luttes aux États-Unis voilà, sur les questions d'antiracisme, sur les questions aussi sociales, et qui organisaient beaucoup les quartiers populaires aux États-Unis, en essayant de faire sortir les méthodes, on va dire, syndicales, des gros syndicats américains, du monde du travail, pour les appliquer aux quartiers. C'est-à-dire en gros arriver à faire en sorte que là où les gens menaient des luttes dans leurs entreprises pour gagner des droits, même si aux États-Unis voilà, ça ne fonctionne pas tout à fait comme en France, mais je ne vais pas revenir là-dessus, arriver à les transposer dans les quartiers sur les thématiques du quotidien, donc le coût des transports, le manque d'isolation des logements, les problèmes de propreté, les thématiques des marchands de sommeil, faire en sorte que les gens soient en capacité de se défendre face aux injustices qu'ils vivent au quotidien, avec des méthodes voilà, en reprenant et adaptant des méthodes issues du monde syndical aux États-Unis. Donc ces militants-là sont allés aux États-Unis voir un peu ce qui se passait, et ils sont revenus en France et ils ont essayé de les adapter voilà, pour organiser ce que moi j'appelle des syndicats de quartier, aller dans les quartiers populaires, donc à la base à Grenoble, et puis nous on a fait un peu la même chose ensuite à Aubervilliers, aller à la rencontre des gens, mobiliser le maximum de monde, y compris souvent des personnes qui avaient pas d'engagement politique, associatif ou syndical auparavant, pour se battre contre les injustices du quotidien, et avec une idée qui était de se dire si on subit des injustices, c'est parce que on n'a pas de pouvoir, et notamment si dans les quartiers populaires les gens subissent parfois plus d'injustices qu'ailleurs, c'est qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir que certains, et que du coup ils subissent des oppressions, et que pour arriver à changer la vie, changer nos vies, et il faut d'abord mobiliser un maximum de monde. Il faut ensuite arriver à se mettre ensemble pour définir des sujets, des revendications qui nous unissent, puis passer à l'action, plutôt à l'action directe, non violente, mais en gros arriver à emmerder suffisamment ceux qui ont le pouvoir pour les obliger à répondre aux revendications qu'on a construites collectivement. Par exemple, à Aubervilliers, un exemple concret, c'est ce qui parlera le plus. Donc moi je suis organisateur, c'est-à-dire que j'ai une posture un peu extérieure au quartier. On s'est dit le problème c'est qu'il y a beaucoup de militants, mais il n'y en a pas souvent dans les quartiers populaires. Ça doit pas être, c'est un problème, mais ça ne doit pas être une excuse pour pas y aller et pas se battre contre les injustices dans ces quartiers-là. Mais par contre, il faut faire attention à notre posture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver en sachant, en se disant voilà, je vais leur expliquer la vie, je vais leur expliquer mes convictions, et puis je vais essayer de les convaincre de s'engager avec moi. On va essayer de faire l'inverse. Je vais d'abord y aller, frapper aux portes, et écouter ce que les gens ont raconté, écouter c'est quoi qui les met en colère, c'est quoi qu'ils veulent voir changer, et essayer à partir de ça de construire une organisation en capacité de se battre, de mener des luttes sur ces sujets-là. Donc par exemple, moi, voilà, quand je suis arrivé à Aubervilliers, j'ai été un petit peu formé par les militants de Grenoble qui avaient expérimenté ces méthodes-là donc dans la communauté d'agglo grenobloise. Et je suis arrivé à Aubervilliers dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Villette, qui est un quartier donc qui est vraiment, lui, qui juxtapose le périphérique, qui est au niveau de la porte de la Villette.
côté de la Géode et compagnie, qui est un quartier donc essentiellement parc social, et où déjà quand on s'y balade, on voit plein de sujets d'injustice. Voilà, des poubelles qui ne sont pas ramassées, des rats gros comme des ballons de basket qui se baladent dans le quartier. Donc déjà je me dis, oula, là il se passe des choses qui sont ouais, un ballon de basket, ça fait gros. J'exagère un peu, mais c'est mon côté. Un demi-ballon de basket, on va dire, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, je suis allé frapper aux portes des habitants, pas de une ou deux portes. L'idée, c'était vraiment d'y passer plusieurs heures pendant plusieurs semaines. Donc, voilà, de frapper 2-3 heures par soir aux portes sur le quartier pour essayer de faire 100-150 rencontres, donc, voir un maximum de monde, et d'avoir avec toutes ces personnes-là que je vais rencontrer des échanges assez longs de 20-30 minutes où j'essaie d'avoir une posture d'écoute active, c'est-à-dire de moi parler le moins possible et poser des questions pour comprendre comment ça se passe dans le quartier, ce qui les met en colère et ce qu'ils veulent voir changer. Et rapidement, des échanges se sont engagés avec des personnes qui se plaignaient de la propreté, comme je l'avais un peu deviné en arrivant, de la mauvaise gestion des poubelles, de la présence des rats, mais aussi des questions liées, que j'avais moins vues, liées à des problèmes de facture d'eau qu'ils recevaient, dont ils ne comprenaient pas les montants, qui étaient extrêmement élevés, des problèmes liés au manque d'isolation de leur logement, liés au fait qu'il faisait très froid l'hiver, au fait que les factures de chauffage étaient extrêmement élevées. Donc pas mal de colère au final qui sont ressorties. Et à chaque fois, moi, je proposais aux personnes que je rencontrais, une fois que j'avais bien creusé leur colère, de leur demander qu'est-ce qu'ils voyaient comme responsable de ces problèmes-là. Parce que les choses ne tombent pas du ciel. Mais l'idée, c'était pas, même quand j'avais une petite idée, de leur expliquer voilà les responsables, voilà ce qu'il faudrait faire. Mais leur dire, vous, qui pour vous est responsable de ça? Et les gens, souvent, quand on creuse avec eux, ils le savent. Si les poubelles ne sont pas ramassées, c'est parce que la mairie privilégie le centre-ville par rapport à ce quartier-là. Si les factures sont chères, c'est parce que de toute façon, y compris plus cher à Aubervilliers qu'à Paris, en face du périphérique, c'est parce que nous, on engraisse les actionnaires de Veolia, parce que, alors qu'à Paris, par exemple, ils sont en régie publique, donc ils payent l'eau quasiment 1 euro le mètre cube de moins. Donc qui est responsable, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça que moi j'essaie de creuser avec les gens, pas leur expliquer ce que moi je ferais, mais de leur demander, à partir des colères de leur insatisfaction, qu'est-ce qu'ils se verraient faire pour que les choses changent. Et creuser avec eux, avec chaque personne, ce qu'ils voudraient faire, et à la fin conclure sur c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble justement avec tes voisins. Et du coup, je te propose d'adhérer à l'association, pour ceux qui ne voulaient pas adhérer, au moins de me donner leurs coordonnées pour pouvoir se revoir. Et une fois que j'ai multiplié les rencontres, donc sur le quartier de la Villette en l'occurrence, j'ai dû faire à peu près 150 rencontres, une centaine de personnes qui m'ont donné leurs coordonnées, et j'ai dû faire une trentaine d'adhésions à l'association, sachant qu'à l'Alliance citoyenne, l'adhésion, on propose une adhésion quand même qui est à 5 € par mois, donc c'est un vrai engagement d'y adhérer. Une fois que j'ai fait tout ce boulot-là, je me suis dit, je vais mettre les gens ensemble, on va passer à la deuxième étape. Là, j'ai fait une centaine de rencontres, j'ai donc eu une centaine d'échanges, une centaine de colères différentes, même s'il y a évidemment des choses qui se recoupaient, une centaine de propositions d'actions différentes qui allaient de faut signer une pétition, il faut aller brûler la mairie. Et à l'issue de ça, je me dis on va faire une grosse assemblée. Donc j'étais pas tout seul organisateur, et j'essaie d'accélérer pour qu'il y ait des questions. Mais je vais rappeler tout le monde. J'envoie des messages, je vais mettre des affiches sur le quartier, puis je vais essayer de rassembler le maximum de monde dans une assemblée où on va essayer de décider ensemble quelle serait notre priorité, le combat qu'on a envie de mener, la lutte qu'on a envie de mener prioritairement, qui on cible et quelle action on peut mener sur ce sujet-là. Donc on a organisé, c'était en décembre 2017, une première assemblée. Il y a 70 personnes à peu près qui sont venues, ce qui était pas mal sur le quartier. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu d'action. Et on a, avec des méthodes d'éducation populaire aussi que j'ai pu apprendre à Grenoble, essayer de
en faisant des ateliers, un petit peu comme on a fait tout à l'heure, essayer de définir voilà, 2 priorités de combat, de lutte à mener sur le quartier. Les 2 qui sont remontées, c'est la question des charges, du chauffage et la question de la propreté et de la gestion des poubelles. Après débat, on a décidé de prioriser l'action des poubelles parce que, voilà, en gros, comme des ballons de basket ou de hand, ça commençait à faire, les rats, ça commençait à faire beaucoup. On a ciblé le bailleur comme principal responsable et collectivement, on a décidé de faire une action au bailleur et notamment de cibler un moment important pour le bailleur qui était son conseil d'administration pour l'interpeller avec une action directe non violente. Et ce qu'on a décidé avec les familles donc, du quartier, c'était comme le bailleur ne vivait pas ce que les gens du quartier vivent, on allait essayer de lui faire vivre pendant 2 heures ce que les gens vivaient. Et on allait tous se ramener avec un sac poubelle et aller déposer une pyramide de sacs poubelles devant l'entrée du conseil d'administration du bailleur, devant le siège du bailleur où se tenait ce soir-là le conseil d'administration. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, un cortège on est parti du quartier avec un cortège d'une 50aine de personnes. Voilà, il y avait 20 grands-mères déchaînées, quelques jeunes, voilà, donc on a un cortège assez représentatif du quartier. Tous ramenés avec son sac poubelle. On a tous déposé le sac poubelle devant le bailleur. On a demandé à être reçus, on n'a pas été reçus, ce qui a créé un mouvement de colère, notamment les mamies déchaînées qui ont déchiré les sacs poubelles et les ont déversés devant l'entrée pour se venger de ne pas avoir été reçus par le bailleur. Cela dit, si on n'a pas été reçus à ce moment-là, on a été rappelé dès la semaine suivante par le directeur du bailleur qui nous a dit, après nous avoir engueulé pour les problèmes de propreté liés aux poubelles, ce à quoi on lui a rétorqué que l'état de son escalier, c'était ni plus ni moins que l'état des logements sociaux, l'état du quartier dans lequel justement ils ne faisaient pas le travail, et que c'était bien le but, c'était de leur faire comprendre ce que les gens vivaient au quotidien. Une délégation a été reçue, une négociation s'est engagée, et on a réussi à obtenir un plan c'était à peu près 90 000 € de travaux pour réaménager la gestion des poubelles sur le quartier. Ce qui a fait diminuer de manière extrêmement importante la saleté et surtout la prolifération des rats. Alors, je ne dis pas qu'on les a complètement éradiqués, parce qu'il y a d'autres problématiques, notamment les travaux parisiens pas loin, mais ça a fortement fait diminuer les effets négatifs sur la vie des gens dans le quartier grâce justement à leur mobilisation. Et l'idée, c'est que suite à ça, on continue à garder une organisation. Voilà, on a monté le syndicat des habitants du quartier de la Villette. Là, ça a pris à peu près 2 mois, là, tout ce que je vous raconte. Et l'idée, c'est ensuite continuer à garder des cadres collectifs en assemblée, avec un maximum de personnes adhérentes à l'association, pour ensuite mener des combats sur d'autres sujets, ce qu'on a pu faire sur les questions de coût de l'eau ou de passoires thermiques. Peut-être que j'y reviendrai un peu après, quoi. Merci. Donc là, je vais un peu creuser 2-3 trucs que tu as commencé à esquisser. L'une des originalités de l'Alliance citoyenne, c'est la mobilisation des habitants et des organisations. Du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça, notamment les profils un peu différents, les alliances un peu inédites qui peuvent se créer dans le cadre de l'Alliance citoyenne? Alors, effectivement, l'idée de l'Alliance citoyenne, c'est de construire des organisations, mais dont les sujets peuvent être très variables et les personnes organisées très variables. Donc, ce que j'ai raconté, c'est un peu une organisation type de syndicat d'habitants, même syndicat de locataires HLM. Sur Grenoble, par exemple, on a organisé il y a 2-3 mois, enfin, la première action s'est faite il y a 2 mois, mais ce qu'on appelle les handy-citoyens, c'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui sont en fauteuil roulant, pour qui l'accessibilité, enfin la ville est très peu accessible, et on a organisé un syndicat d'handy-citoyens qui ont mené une première action à Grenoble en juillet dernier ou fin juin pour
dénoncer tous les problèmes d'accessibilité, notamment mettre des badges, des autocollants sur les endroits qui étaient peu accessibles. Donc avec une trentaine de personnes, des alliés évidemment, mais surtout une trentaine de premiers concernés, des personnes en fauteuil roulant qui veulent voir leurs conditions de vie changer sur le quartier. On a organisé à Grenoble aussi, donc je parle des luttes de Grenoble, qui est organisation plus vieille, donc j'ai eu le temps de faire plus de choses sur l'organisation des musulmanes voilées et libres, avec des actions dans les piscines, qui ont fait beaucoup parler d'elles d'ailleurs à Grenoble il y a 1 an et demi, pour l'accès aux piscines des femmes voilées en burkini. Sur la Seine-Saint-Denis, on a organisé depuis 2 ans également, on est sorti un peu du logement social pour organiser les locataires victimes de marchands de sommeil, donc en gros les mal logés d'Aubervilliers. Une campagne qui se poursuit aujourd'hui sur un angle davantage passoire thermique, c'est-à-dire les mal isolés de la Seine-Saint-Denis, donc ceux qui vivent dans des logements passoires thermiques, qui subissent à la fois la précarité énergétique, mais aussi donc la précarité énergétique, c'est-à-dire des coûts extrêmement élevés en termes de charges de chauffage, électricité et compagnie, qui souvent peuvent attendre pour certaines familles 500, 600 euros tous les trimestres, donc des montants extrêmement élevés pour des personnes qui ont très peu de revenus, mais aussi des problèmes de santé, vu que aujourd'hui les personnes qui vivent dans le mal logement sont ceux qui subissent le plus, notamment le réchauffement climatique. Il y a une étude de Pleine Commune, donc la communauté d'agglo dans lequel est Aubervilliers, qui a révélé qu'il y avait un taux de morbidité beaucoup plus important lors des phases de chaleur l'été dans les logements mal isolés. Donc c'est des luttes qu'on mène avec les locataires, parfois aussi des propriétaires dans des copros dégradés, victimes de mal logement et de mauvaise isolation. Donc pour vous donner un peu un panorama des gens qu'on peut organiser, des campagnes qu'on pu se faire. Je ne sais pas si ça répondait à ta question, mais dans ce cas je l'ai mal comprise. Ou je l'ai mal formulé, mais du coup, là pour rentrer un peu plus dans ce truc-là, moi ce qu'on trouve souvent intéressant avec l'Alliance citoyenne, c'est cette capacité à aller d'une lutte à l'autre et de faire en sorte que en fait, les personnes qui ne la vivent pas forcément soient en soutien de cette lutte-là. Donc là, tu parlais par exemple des musulmanes libres à Grenoble. Il y avait certes des femmes avec du voile, mais aussi des femmes non voilées, aussi des hommes pas du tout musulmans qui étaient là en soutien de cette lutte-là. Et donc, pour toi, qu'est-ce que ça génère ce fait d'avoir une solidarité entre luttes et passer aider l'autre pour sa lutte, pour que l'autre t'aide pour la tienne? Yes. Donc effectivement, l'enjeu, c'est la base, c'est de mobiliser les premiers concernés par les luttes, mais c'est ensuite effectivement d'arriver à créer de la solidarité avec ce qu'on appelle un deuxième cercle, c'est-à-dire ceux qui connaissent les premiers concernés, puis un troisième cercle, c'est-à-dire les militants qui ont envie de s'engager à soutenir ces luttes-là. S'engager, alors même s'il y a un peu deux trucs, il y a les organisateurs, ça fait partie du modèle, c'est-à-dire souvent des militants qui vont se mettre au service de la lutte en devenant des organisateurs. Alors nous, le modèle aujourd'hui passe essentiellement par du salariat, c'est-à-dire c'est des organisateurs salariés, même si on pourrait imaginer à terme par ailleurs des organisateurs bénévoles. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à développer ça, mais c'est un objectif. S'il y en a qui veulent devenir organisateurs, n'hésitez pas à venir me voir. Mais c'est à dire de personnes qui ne sont pas concernées par les problèmes, les injustices, ces injustices-là en tout cas, mais qui vont, avec une posture d'organisateur, c'est-à-dire de non-premiers concernés, essayer d'aller à la rencontre des premiers concernés par les injustices et leur proposer de s'engager dans l'association. Ça, c'est un peu le premier aspect, c'est ce que je fais moi à l'Alliance citoyenne. Et après, le deuxième volet, qui n'est pas ce sur lequel on est le plus fort aujourd'hui, cela dit, c'est pour ça qu'on vient aussi au PEPS, qu'on essaie aujourd'hui de s'ouvrir à d'autres réseaux militants, notamment les associations qui se battent sur les questions d'écologie, d'environnement. C'est parce que il y a aussi beaucoup de luttes qui se font à côté, que souvent on a été un peu cloisonné, juste les organisateurs et les premiers concernés, sans être ouvert sur le reste des luttes
qui se menaient, et que ça c'est un de nos objectifs aujourd'hui là depuis 1 ou 2 ans, c'est de s'ouvrir à donc voilà, ce fameux troisième cercle, c'est-à-dire ceux qui luttent sur d'autres sujets, et d'arriver à faire des passerelles. Et par exemple sur la question des passoires thermiques, nous on l'a pas du tout pris par un prisme environnemental, c'est vraiment la question de la précarité énergétique, des gens qui se plaignent de charges très élevées, des personnes qui ont des problèmes de santé et qui veulent que leur logement soit rénové pour ça, mais qui n'ont pas du tout un prisme environnement, alors que les passoires thermiques sont une des premières sources de production de CO2 en France, que c'est une des raisons aussi du réchauffement climatique, une des solutions possibles, il y en a plein, mais pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi la question du logement. Et le fait de faire des liens avec des militants, notamment sur Paris, avec beaucoup Alternatiba, avec même une activiste d'Alternatiba qui s'est engagée comme organisatrice à l'Alliance citoyenne pour justement faire ce pont-là. Ça permet à la fois aux militants des quartiers populaires qu'on organise d'embrasser un peu cette vision politique plus large, de ne pas juste rester cantonner une vision sur son quartier, ce qu'on veut voir changer au quotidien, mais avoir une vision politique plus globale, voir que si on subit ces oppressions thermiques dans notre quartier, il y a des causes aussi beaucoup plus larges, et s'engager dans les luttes environnementales, ce qui n'aurait pas forcément été naturel pour les habitants, souvent dans les quartiers populaires assez éloignés de ces thématiques-là, mais à l'inverse aussi, les militants écologiques qui dans les en tout cas en région parisienne étaient intéressés de voir aussi comment ces combats-là pouvaient se faire s'engager des gens qui le voyaient peu au quotidien dans leurs actions, et faire des ponts entre les luttes un peu terre à terre du quotidien qu'on mène à l'Alliance citoyenne, et puis les actions plus larges qui étaient par exemple qui sont menées par Alternatiba ou autres. Oui, vas-y. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est, tu dis, on est les organisateurs. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour que ce soit les gens dans les quartiers qui se prennent en charge eux-mêmes. Parce que tu as dit, on n'est pas là pour venir donner des leçons, mais quelque part, tout ce que tu disais, c'est des gens extérieurs qui organisent. Et voilà, donc j'aimerais savoir comment vous faites pour que ce soit les gens des quartiers populaires qui s'organisent au fur et à mesure, et que ce ne soit pas des gentils organisateurs ou gentils animateurs comme au Club Med qui viennent pour animer. Voilà, donc je pense que c'est assez important. Aussi au niveau formation de ces gens dans les quartiers populaires, parce que moi j'en connais un peu sur la précarité énergétique, parce que j'étais dans une assoce qui bossait là-dessus avec les bailleurs sociaux, les habitants. Pour la chaleur, il ne suffit pas d'isoler avec du polystyrène. Mais donc, ça renvoie à quelle formation il est proposé. Et voilà. Et puis il y en aurait d'autres, mais je les ai oubliés. Mais au moins, c'est les principales. Merci. Alors, tu as raison de le souligner, la question du rôle des organisateurs et de comment on ne fait pas à la place des gens et on donne réellement le pouvoir aux premiers concernés. L'idée, ce n'est pas de se transformer en gentil organisateur ou en animateur de colo. Pour autant, la question n'est pas simple, et je ne dis pas qu'on a des réponses absolues là-dessus. Donc c'est un modèle à perfectionner évidemment, mais l'idée c'est à travers la posture de l'organisateur, qui va être non pas d'arriver avec un argumentaire aux portes, mais d'arriver essentiellement avec des questions, c'est-à-dire d'interroger et de construire ce que les gens ont envie de construire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organisateur qui arrive avec les colères, les combats qu'il a envie de mener. L'organisateur, il vient se mettre au service finalement des habitants du quartier, proposer un cadre d'organisation, mais derrière, ça doit être les habitants. Par exemple sur le quartier de la Villette, moi finalement, j'avais quelques intuitions, mais c'est pas moi qui ai décidé de mener une campagne contre la question des poubelles. Les poubelles, moi je m'en fiche. Ce qui m'intéressait, c'était de
proposer un cadre d'organisation qui permette aux gens de se battre contre les injustices qu'ils vivaient au quotidien. Et c'est les habitants du quartier qui ont décidé de prioriser ce sujet-là, qui ont décidé des modalités d'action qu'ils voulaient mettre en place, qui ont décidé de la cible. Ils m'auraient dit on va plutôt cibler la mairie et on va plutôt déverser des seaux d'eau sur la mer. J'aurais dit banco, on va faire ça. Mais j'exagère un peu, mais quoique. Mais l'idée, c'est que yes. Et alors, désolé de me répéter et d'être redondant, je vais essayer de faire plus attention et de répondre à ta question plus précisément. L'enjeu, c'est de construire un cadre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est la construction d'un cadre dans lequel les premiers concernés, et c'est peut-être sur ça que je vais développer un peu plus, arrivent à avoir un fonctionnement démocratique avec des assemblées qui se réunissent. Donc là, effectivement, j'en ai parlé d'une première assemblée qui est sur le quartier, par exemple, de manière régulière, tous les 3 mois, une assemblée. Alors oui, c'est les organisateurs qui l'organisent, mais que ce soit les habitants du quartier qui se désignent un comité, c'est-à-dire un comité de premiers concernés du quartier qui décide derrière des campagnes et de leur mise en œuvre, qui décide de qui est-ce qu'on veut aller voir ensuite autrement, où est-ce que les organisateurs vont aller frapper aux portes, vu que c'est comme ça qu'on construit l'organisation. L'idée, c'est que ce soit les premiers concernés. Alors oui, il y a un paradoxe, c'est que c'est d'abord une démarche organisateur, donc de militants extérieurs, mais qu'ensuite, progressivement, c'est les habitants qui, par ces cadres-là, décident de ce que fait l'association. Donc oui, il y a une dimension un peu paradoxale. Oui, on n'est pas encore sur une autogestion, dans le sens où il y a encore un point important des organisateurs dans l'association et dans le fait qu'elle soit capable de fonctionner. Mais on essaie de tendre au maximum vers le fait que ce soit aussi les habitants des quartiers qui soient capables de faire ce travail d'organisation et donc de formation qui va avec, pour que, par exemple, sur le quartier de la Villette, à terme, même si moi j'y suis plus du tout, ce qu'on a construit, c'est la différence entre un animateur et un organisateur. L'animateur, il anime, mais une fois qu'il part, il ne reste plus forcément grand-chose. L'organisateur, il est censé pouvoir partir au bout d'un certain temps, et puis il reste une organisation, un syndicat d'habitants sur le quartier qui est autonome. On n'en est pas encore là, mais on progresse vers ça, avec des gens qui ont eu l'habitude de l'expérience de mobilisation, qui se réunissent sans l'aide de personne, et décident ensemble, dès qu'ils subissent une injustice, de passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'ai pas une question, mais en fait, c'est pour répondre au monsieur. Moi, je vis dans un logement social. C'est juste une expérience de vie et c'est juste pour argumenter ce que dit monsieur. Moi, en fait, je suis un peu écolo, etc. Et donc, en bas de mon logement, il y avait beaucoup de mégots par terre, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai ramassés et puis je les ai mis dans un petit sac poubelle. Et j'ai fabriqué un cendrier de fortune avec une bouteille en plastique et du sable. Et j'ai sensibilisé en fait mes voisins. Et en fait, il faut juste un tout petit truc des fois pour sensibiliser tout le monde. Et maintenant, on a un cendrier. Mes voisins sont collectés et les fumeurs ont acheté un cendrier réel et ils l'ont accroché devant. Donc il n'y a plus de mégots, mais en fait, vous dites qu'est-ce qui motive. En fait, c'est on vit dans le lieu. Le seul truc, c'est qu'il y a juste à sensibiliser, dire mettre le point sur certaines choses. Et puis en tant que personne qui vit dans le lieu, on a envie on est motivé à changer les choses en fait. C'est tout. Monsieur a été juste un tremplin à une problématique qui était présente. Voilà. Et juste pour compléter sur ce qui s'est passé à Grenoble, l'objectif premier de l'Alliance citoyenne, c'était justement l'effacement des organisateurs. Et en fait, dès le moment où ils ont commencé à faire cette phase-là à Grenoble, ils se sont rendus compte que la dynamique des groupes, ou la dynamique dans les quartiers, s'essoufflait énormément, parce qu'ils avaient besoin d'aide sur l'organisation. Et donc, c'est aussi un truc qui est assez intéressant sur cette initiative, c'est qu'en fait,
Ce que propose l'Alliance citoyenne, c'est plutôt un support de lutte, une méthode d'organisation, de l'aide pour lancer la dynamique, et que, in fine, ils ne se mettent pas à la place de décideurs des autres. Ils sont plutôt là en outillage, je pense. Et que c'est assez difficile, même si dans l'utopie ce serait génial, de pouvoir toujours s'effacer dans un rôle d'organisation, d'animation. Voilà. Bon, en tout cas, là, on parle juste de ces expériences-là. Après, il y a sûrement plein d'autres expériences intéressantes qui prouvent sûrement le contraire. Mais en tout cas, ce qui s'est passé dans la dynamique de l'Alliance citoyenne, c'est ces limites-là qui... Oui, oui. Ok. Yes. Alors, on va faire repasser. Donc là, j'ai vu 1, 2, 3 demandes. Qu'est-ce qui t'a amené à Aubervilliers? Comment t'es passé de Grenoble à Aubervilliers? Est-ce que tu y vis? Qu'est-ce que tu as comme rapport avec cette ville maintenant? Alors moi, j'habite à Aubervilliers et j'ai jamais été à Grenoble en tant que tel, à part pour faire un stage de formation à l'Alliance citoyenne d'un mois. Moi, je fais partie de militants, un peu comme les Grenoblois, qui avaient été déçus d'expériences militantes avant, qui voulaient expérimenter en région parisienne et qui sont allés se former à Grenoble, mais après ont développé là où ils vivaient, sur Aubervilliers, en l'occurrence. Ok, ce que j'aime bien, vous m'entendez? Ce que j'aime bien dans ton exemple, c'est que ça montre que en fait, les citoyens n'ont pas forcément à apporter eux une solution. Et l'idée, c'est juste que ces quartiers puissent revendiquer un problème et qu'ensuite on a des institutions et puis des entreprises déléguées, ou des bailleurs, etc., dont c'est le métier d'apporter la solution. Et je trouve que souvent dans les associations, on dit non, il faut s'organiser localement pour proposer des choses, l'idée de proposition, alors que là, je ne sais pas si c'est la volonté d'Alliance citoyenne, mais c'est de dire voilà, on est citoyens, on vit ici, on revendique à nos institutions professionnelles de faire ce boulot et d'agir de manière professionnelle. Est-ce que c'est une volonté d'Alliance citoyenne de mettre le curseur là-dessus et de responsabiliser peut-être les institutions plus que les citoyens sur leur environnement? Merci. Alors, dans tous les cas, il y a l'idée qu'on n'a pas vocation à tout maîtriser du sujet. Je crois qu'il y a une question auquel je n'ai pas répondu tout à l'heure sur l'expertise sur les questions de rénovation, par exemple. Moi, je ne pite rien en rénovation thermique. Les gens, ils savent qu'ils ont froid dans leur logement et ils ne savent absolument pas quels travaux il faudrait faire pour ça. Ce n'est pas une raison pour ne pas s'engager sur la question. Et en même temps, ce n'est pas non plus une raison pour pas essayer de travailler le sujet et ne pas s'entourer sur les assos qui savent. Par exemple, le fait d'aller chercher on était chercher Alternativa, d'autres assos collectifs qui pouvaient, eux, avoir une expertise qu'on n'avait pas sur les questions thermiques. Déjà, ça permet des croisements entre militants qui mènent différentes luttes. Voilà, il y a des luttes qui ont été menées, qui souvent, ça n'a rien de réinventer l'eau chaude, et souvent, avant même d'aller chercher des experts techniques, c'est important d'aller chercher les militants parce qu'ils mènent ces luttes-là depuis longtemps, par exemple sur les questions de rénovation thermique, ou on a pu le faire aussi sur les questions de gestion de l'eau ou autre, d'aller chercher cette expertise militante-là pour nous être plus forts. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement, c'est pas un préalable d'être organisateur, d'avoir la science infuse sur ces sujets-là. C'est pas un préalable pour nécessairement passer à l'action, mais c'est un bon complément. Donc souvent on essaie de faire un peu les deux. On passe à l'action et on mobilise tous ceux qui subissent une injustice, et en même temps on essaie quand même d'aller voir à travers notamment le troisième cercle, les militants, ceux qui luttent déjà depuis un moment, comment on peut se nourrir aussi de ce qu'ils ont fait pour nous être plus forts quand on rencontre un décideur, quel qu'il soit, la maire ou Veolia, ou que ce soit, être un peu plus outillé pour pas se faire avoir non plus, quoi. Même si ce qui nous permet de gagner, c'est souvent pas le fait d'être le plus de connaissances possible, mais le rapport de force qu'on construit par la mobilisation. Mais ça permet d'être plus précis parfois, de cibler la meilleure personne et du coup d'être plus efficace, quoi. Merci beaucoup pour ton explication. Et pour compléter par rapport à Jean-Luc, parce que moi aussi je fais de l'éducation populaire politique via émancipation collective,
effectivement, les limites après de transmission vis-à-vis de la population, vraiment qui puisse... en fait, le gros problème, c'est le temps et la formation. La grande majorité de la population n'a pas le temps que peuvent avoir tout un paquet de militants pour justement être dans les luttes et refaire ce travail d'éducation populaire. Et pour ça, il faut aussi changer les institutions. Donc même si l'Alliance citoyenne, effectivement, a bien conscience de ses limites, si jamais il n'y a personne qui fait ce travail, on ne changera jamais les institutions, parce que pour changer les institutions, il y a c'est les luttes et les élections. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et pour gagner les luttes et les élections, il faut avoir une grande majorité de la population qui ait conscience des problèmes et ait conscience des solutions. Donc sans ce travail que vous faites, on n'y arrivera jamais. Bonjour. Alors, moi j'aimerais aborder le thème du mot alliance dans Alliance citoyenne, et du coup c'est poser la question de quelles alliances pour quelle lutte. D'abord, avant de continuer, je veux dire que l'Alliance citoyenne de Grenoble, il y en a beaucoup, c'est des amis, c'est des camarades de lutte associative, hein, donc il n'y a aucune critique personnelle qui vienne. Et aussi par rapport à l'importance de s'allier, je parle aussi quelque part en tant qu'effondriste, hein, comme disait monsieur. C'est-à-dire que pour moi, dans les temps qui viennent, il va vraiment falloir s'allier pour arriver à passer les épreuves qu'on va traverser. Donc cela dit, je dois quand même dire qu'en tant que Grenoblois, une des actions de l'Alliance citoyenne, hein, parce qu'elle en a fait beaucoup, autour des burkinis dans la piscine municipale, ça a été quand même un sacré débat très, très clivant, hein, qui a divisé les chaumières. Les informations qui passaient, c'est que la porte-parole de l'Alliance citoyenne aurait dit que n'oubliez jamais que c'est Charlie qui a dégainé le premier, par exemple. Et donc tout ça, ça se met quand même une grosse confusion dans cette action, en tout cas. Et donc je pose la question, comment l'Alliance citoyenne gère ça, en fait, parce que pour le coup, là, il laisse vraiment l'autonomie aux luttes locales. Et après, est-ce que ça va rassembler suivant les demandes, quoi, locales? Merci. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, pourquoi les alliances avec qui on veut faire alliance? L'idée, c'est après, je reviendrai sur l'action sur le burkini, mais le pari, c'est de se dire qu'on doit pouvoir organiser des groupes différents qui partagent des choses différentes. Et quand même se dire que finalement on fait partie on doit être ensemble malgré le fait que voilà, on n'a pas forcément les mêmes origines, on mène pas forcément les mêmes luttes. Et par exemple sur le Grenoble, il y a presque 3 alliances en une. Il y a l'alliance des Andis citoyens, il y a l'alliance des femmes musulmanes voilées et libres, et il y a l'alliance des locataires, quoi. Basique, des locataires d'Actis et Grenoble Habitat. Il y a même 2 alliances, locataires d'Actis et locataires de Grenoble Habitat. Bon, c'est des personnes, c'est pas du tout les mêmes profils. D'un côté, on a essentiellement des personnes, donc, voilà, qui sont à l'alliance parce qu'en fauteuil roulant vivent une injustice liée essentiellement à la question d'accessibilité. Deuxième, une alliance avec des femmes musulmanes voilées qui pareil, veulent accéder aux piscines, mais aussi aux salles de sport et se battre globalement contre les discriminations qu'elles subissent de par le port du foulard. Et on a des gens qui s'organisent dans l'association parce qu'ils vivent des injustices de locataires liées au logement. Ça pourrait faire 3 associations différentes. Il n'y a absolument rien de naturel à avoir un conseil d'administration de l'association, qu'on appelle le conseil interquartier, qui réunisse des membres de ces
trois campagnes-là, de ces trois alliances-là. Et d'ailleurs, ça n'a pas été sans heurts, hein. Il y a des gens qui, notamment quand on a lancé la campagne sur les actions en Burkini, ça a foutu le boxon à la mairie de Grenoble, ça a aussi foutu le boxon en interne de l'association. Enfin, il y a des gens qui se sont posés des questions. Ah bah, moi, je me suis engagé pour mes charges et là, je me retrouve à devoir être solidaire d'une action de Burkini dans une piscine. C'est quoi le... je me suis fait avoir, quoi. Le pari, c'est de se dire, en mettant les gens ensemble et en voyant les injustices qu'on vit au quotidien, on arrive à créer aussi une solidarité. Et même s'il y a eu des frictions, au final, ça a quand même marché à Grenoble. C'est-à-dire que les militants, les locataires un peu, voilà, qui sont d'Actis ou Grenoble Habitat, du coup, se sont intéressés à une question qui était pas du tout dans leur radar, auquel ils s'étaient, voilà, à part pour aussi des femmes volées locataires de Actis ou Grenoble Habitat qui s'engageaient dans l'association. D'ailleurs, c'est à travers elles au début que l'action s'est lancée. Mais voilà, il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas du tout dans ces sujets-là, des anti-citoyens qui se sont intéressés aussi au sujet et qui ont compris la violence qu'il pouvait y avoir derrière, qui ont créé ce troisième cercle, finalement, ce réseau de solidarité, qui ont accompagné les filles en burkini à la piscine, et à l'inverse, les filles qui s'étaient organisées cette campagne-là ont, elles, été solidaires. Voilà, il y en avait qui étaient à l'action des anti-citoyens ou qui participent aux actions de Grenoble Habitat ou d'Actis alors qu'elles n'en font pas partie. Donc voilà, c'est pas simple, j'ai pas de formule miracle. L'idée, c'est de dire, c'est quand on s'aperçoit qu'on a voilà, un plus gros poisson, un adversaire commun qui a beaucoup plus de pouvoir que nous, et qu'en se mettant ensemble, on est un peu plus fort. Et au final, voilà, au lieu de polariser les uns contre les autres, on va polariser face à ceux qui nous dominent vraiment. Bon, c'est pas simple à faire, mais à Grenoble, ça a marché. C'est pas pour ça qu'il y a des gens qui sont partis quand même, hein, donc je suis pas en train de vous vendre le bonheur est dans le pré, là, mais malgré tout, il y a la majorité des membres de l'association, y compris qui n'étaient pas du tout sur ces sujets-là, les sujets par exemple du burkini, ont été solidaires de leurs voisins, de leurs voisines là en l'occurrence, qui s'engageaient là-dessus. Et après, sur comment on gère, parce qu'effectivement, on n'a pas que des militants issus d'organisations très structurées. Et donc oui, je n'ai pas suivi en détail cette histoire-là, mais oui, on peut avoir parfois des militantes qui font des tweets ou être des soutiens de gens qu'on trouverait pas fréquentables. L'enjeu, c'est que rien ne doit être au-dessus du collectif. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a une attitude qui nuit globalement au collectif, il faut savoir aussi le protéger. Mais il faut aussi accepter que voilà, on n'est pas juste entre nous. Et il y a des personnes qui parfois qu'on organise, qui peuvent, moi à Aubervilliers par exemple, j'ai des personnes qui assumaient de voter Marine Le Pen et qui sont venues aux actions sur les poubelles. Quel était mon rôle d'organisateur? D'essayer de faire le tri et de dégager les 10%. J'aurais pu, hein, mais c'est pas ce qu'on a choisi de faire. L'enjeu, c'est nous d'être attentifs à ce que les campagnes qu'on mène et les colères soient des colères verticales. On n'organise pas contre nos voisins. C'est le seul truc sur lequel il y a une démarche proactive des organisateurs. On organise contre ceux qui ont plus de pouvoir que nous. Et après, on parle politique avec les gens, on fait du fond, on essaie dans les cadres collectifs qu'on organise de faire en sorte que voilà, des gens puissent évoluer aussi dans leur éventuellement dans leur vision, mais aussi que ne serait-ce que en militant avec leurs voisins, voilà, ceux qui pouvaient être racistes, ils aillent quand même aux campagnes burkini et changent de vision parce qu'ils se rendent compte voilà, ils se rendent compte du combat que mènent ces filles, de la violence qu'elles vivent. Tu évoquais un autre cas, je ne sais plus l'exemple que tu citais, Sam, sur oui, une militante des actions burkini qui soutenait qui, genre, je me souviens plus ce que tu as dit. Ah oui, sur Charlie Hebdo. Bon, évidemment, l'Alliance citoyenne n'est pas solidaire de ça. Et évidemment que si
voilà, en tant qu'organisateur, il faut savoir essayer et puis avec les membres, tenir l'équilibre entre à la fois organiser tout le monde et accepter qu'il y ait aussi des gens qui sont dominés, qu'on a vocation à organiser, mais qui peuvent parfois dire des choses délirantes, et en même temps protéger le groupe. Donc c'est un équilibre à trouver. Sur la question du Burkini et de l'exemple que tu cites, je ne sais pas comment ça a été géré à Grenoble, et donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une problématique qui se pose à partir du moment où on décide de sortir de l'entre-soi. Et il faut essayer de trouver l'équilibre entre protéger le groupe, convaincre les gens quand des fois ils sont border dans ce qu'ils peuvent poser, ou que ça ne correspond pas en tout cas aux valeurs de l'association, mais en même temps ne pas exclure non plus sous prétexte de rester dans un entre-soi. Merci beaucoup. Du coup, pour aller plus loin, je vous conseille les lectures qui ont été inspirantes pour l'Alliance citoyenne de Saul Alinsky, que peut-être que vous avez à la table derrière, je ne sais pas. Voilà. Et pour vous donner une idée, l'un des groupes Alliance citoyenne les plus gros au monde, c'est celui de Londres. Il y a plus de 5000 personnes qui s'organisent. Donc ça peut vraiment être des formes d'organisation intéressantes, ou en tout cas nous inspirer. Enfin, on espère que ça vous a peut-être un peu inspiré, et que vous êtes aussi inspiré par toutes les luttes dont on vous a parlé avant. Voilà, donc on a fini sur la partie on parle des luttes qui nous meuvent pour aller un peu plus loin. Donc les petites rivières font les grands fleuves, et c'est pour ça que maintenant on va laisser la parole à Patrick, qui va revenir un petit peu sur l'origine de l'initiative de PEPS. Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année, où ça en est, quelles sont peut-être les perspectives, et surtout qu'est-ce que ces rencontres de ces 3 prochains jours vont essayer de forger tous ensemble. Ensuite, Fabien reviendra plutôt sur des aspects logistiques, parce que même si vous avez peut-être été briefé dès votre arrivée, c'est bien de rappeler 2-3 petits trucs. Et quand on aura fini ces 20 petites minutes plutôt d'organisation et d'élargissement, on pourra aller manger. Voilà. Merci Alexandre. D'abord, je voudrais remercier beaucoup PEPS Isère pour l'organisation et la logistique, parce que c'est compliqué d'organiser des rencontres, surtout en période de Covid, et ça sera bien qu'on les remercie collectivement, voilà. Et notamment Fabien. Ça fait 2 mois qui galère pour l'organiser cette rencontre. La deuxième chose, c'est que je me félicite de la façon dont ça a commencé, parce qu'on a choisi de faire que les gens s'impliquent eux-mêmes personnellement, même s'ils n'étaient pas en grande majorité de membres, on n'appelle pas ça adhérents, on appelle ça des membres de PEPS, pour une écologie populaire et sociale. Donc je vais essayer rapidement de tracer un peu la brève histoire de notre formation, et d'essayer de voir pourquoi on a commencé à s'organiser. Voilà. Alors, PEPS est né sur la base d'un appel pour une constituante de l'écologie populaire et sociale. C'était un certain nombre de militants écologistes, plutôt radicaux, mais qui étaient plutôt souvent organisés dans ELV, mais pas seulement, qui se sont dit à un moment donné, il faut rompre avec cette écologie mainstream, cette écologie officielle, cette écologie, disons, un peu électoraliste, et faire entendre une autre voix de l'écologie politique. Donc en mars 2019, on a lancé un appel qui a été signé par 250 personnes, et il y avait 4 points sur lesquels on demandait à ce qu'il y ait une assemblée générale constituante. C'était identifier ce qui nous rassemble et ce qui nous divise en proposant une charte commune de l'écologie populaire et sociale, et entamer les débats de fond sur ce qui ne fait pas consensus entre nous, proposer des campagnes communes rassemblant les groupes locaux qui se réclament de cette mouvance,
la mouvance de l'écologie de rupture, hein, pour crédibiliser notre démarche et la rendre visible. Troisièmement, lancer une dynamique de rassemblement à travers une université d'automne, des outils numériques communs, etc. Quatrièmement, préparer l'émergence de listes municipales, citoyennes, écologistes et sociales en 2020. Ça peut paraître restrictif parce que bon, on a soutenu effectivement les listes municipalistes, mais on n'en a pas parlé ce matin. Et c'est vrai que par exemple, on a eu des difficultés puisqu'on s'est constitué en novembre 2019 officiellement et qu'on était présent dans une quarantaine de listes, qu'on en a soutenu 80 et que c'est compliqué parce qu'on a une dizaine d'élus, mais cette démarche n'a pas correspondu encore à ce que nous souhaitions. Et on en reparlera notamment ce soir à travers les questions sur le municipalisme libertaire qui fait pour nous un peu consensus à l'intérieur de PEPS. Donc PEPS se constitue dans une assemblée générale en novembre 2019 sur la base de cet appel et de 5 petits mouvements qui décident de se grouper. Il y a la coopérative politique de l'écologie sociale, il y a le mouvement écolo, ça c'est 2 organisations qui sont issues des Verts. Il y a Émancipation collective, qui est une association d'éducation populaire. Il y a Décroissance Occitanie, et pour nous ça c'est très important parce que ça veut dire qu'un courant important de l'écologie politique qui n'était pas représenté réellement jusqu'ici dans l'écologie décidé de travailler en cohérence avec d'autres courants. Et puis le 5e, c'est Alternative et autogestion, qui représente un certain nombre qui a une histoire très longue, qui vient du Parti socialiste unifié des années 60, qui est passé par plusieurs étapes, les alternatives, la rêve, etc., et qui continue dans un certain nombre d'endroits. On a ici Jean-Jacques Grenier, qui est élu de Mulhouse, par exemple, et qui est élu et qui est dans la composante alternative et autogestion. Donc on décide, entre ces 5 mouvements, de faire une sorte de confédération qui permet en même temps une double, voire une triple appartenance. C'est-à-dire que vous pouvez être à PEPS, à Alternative et Autogestion, mais aussi éventuellement à ELV ou à LFI ou à Ensemble, etc. On pense qu'il faut casser les barrières entre les mouvements et ceux qui sont non encartés, c'est encore, je dis pas que c'est mieux, mais c'est voilà quoi, ils doivent avoir pleinement leur rôle là-dedans. Et on essaye de se réunir à travers 2 orientations. La première, c'est de dire il faut qu'il y ait la réunion de toutes les écologies de rupture. Parce que jusqu'ici, finalement, les écologies de rupture n'étaient pas représentées politiquement. Il y a d'autres écologies. Alors, la première idée, c'est qu'il y a plusieurs écologies. Il n'y en a pas une seule. Et personne n'a le monopole de l'écologie politique dans ce pays. On est parti de cette idée. On est parti de cette idée parce que, y compris et par rapport aux exemples qui ont été discutés ce matin, les gilets jaunes, les écolieux, les façons de s'organiser différentes, etc., l'écologie, disons, officielle ne représente pas ce type d'écologie. Mais il y a aussi, par exemple, l'écoféminisme, l'écologie décoloniale, l'écosocialisme, la décroissance, l'écologie décoloniale au niveau de la justice environnementale, etc. Donc il y a une multitude d'écologies politiques de rupture qui veulent une rupture franche avec le capitalisme qui aujourd'hui ne sont pas représentées. Et donc il fallait organiser la représentation politique de cette écologie de rupture. C'est le premier objectif que PEPS s'est fixé. Alors c'est compliqué parce qu'on a des débats entre nous, on va avoir des débats dès cet après-midi, dès ce soir, sur la question de l'État, sur la question du confédéralisme démocratique, sur la question de la décroissance, etc. Mais c'est une volonté d'essayer de faire une synthèse progressive en n'éliminant pas nos divergences entre toutes ces écologies de rupture. Mais le point central, c'est qu'on refuse le capitalisme vert, on refuse de l'écologie de type d'accompagnement et social-démocrate qui a fait que, par exemple, aujourd'hui, les différents ministres qui se sont succédés sous Macron, c'est des anciens verts.
hein, Pompili, de Rugy, Hulot c'est encore autre chose, mais c'est clair, Pascal Canfin, etc. Je ne vais pas les citer tous, mais il y a une sorte de... c'est très facile aujourd'hui de passer des Verts au macronisme ou inversement. Et donc ça, nous le refusons. Nous pensons qu'il faut que cette écologie de rupture, elle ait son autonomie politique et elle ait une représentation. La deuxième idée, c'est que nous sommes pour un front populaire écologique. C'est-à-dire un peu, c'est la formule de François Ruffin, mais qui nous semble intéressante, c'est qu'il faut rassembler, au-delà de l'écologie politique de rupture, un front très large qui rassemble dans la diversité tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans le néolibéralisme ou le capitalisme. Et ça, il faut trouver les formes. On a commencé à en discuter à travers les exemples que vous avez donnés, mais ça doit aussi se traduire au niveau politique, et c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est essentiellement, moi, ce que je voulais dire, parce que ce qui, pour nous, constituer cette écologie de rupture, c'est faire référence aussi à un certain nombre de gens qui ont été oubliés dans l'écologie. Murray Bookchin, par exemple, celui qui est le fondateur du municipalisme libertaire. René Dumont, celui qui a constitué l'écologie politique en étant le premier candidat écologiste et sur les bases de l'écosocialisme en 1974. Ivan Illich, André Gors, etc. Tous ces gens ont été extrêmement importants, et aujourd'hui, il faut que leurs héritiers constituent une force politique capable de représenter pas seulement les classes moyennes des centres-villes, parce que ELV vient d'avoir une grande victoire, mais sur une base très réduite socialement. Hein, c'est vraiment les classes moyennes à capital culturel aisé qui ont été qui ont pris le pouvoir, que ce soit à Grenoble, à Strasbourg, à Bordeaux, etc., etc. C'est pas négatif, mais ça veut dire qu'il y a un problème fondamental qui a été discuté ce matin. C'est comment on fait la jonction avec les classes populaires, avec le fait que des millions de gens aujourd'hui ne se retrouvent pas dans une écologie qui ne parlerait que de Vélib, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut poser les problèmes en termes d'écologie de transformation. Voilà, c'est ce qui a constitué PEPS. Alors maintenant, on est donc on est représenté dans 25 départements, c'est pas beaucoup encore. On a des groupes qui se constituent. On a mis en place un système on a des éditoriaux sur Facebook qui font des fois jusqu'à 20 000 vues, etc. On a fait pendant le confinement, vous le verrez à travers notre livre qui restitue à la fois nos textes fondateurs et les éditos pendant le confinement. On a fait des meetings numériques qui ont rassemblé jusqu'à 3500 personnes. Donc on veut ici, à travers cette deuxième rencontre, parce qu'on en avait fait une avant la constitution de PEPS dans le Tarn l'année dernière, passer une nouvelle étape, celle d'une organisation beaucoup plus fonctionnelle, plus large, qui essaye de partir des territoires et en construisant à travers des territoires des mouvements qui se battent, c'est-à-dire qui sont insérés dans les luttes écologiques et sociales et qui s'enracinent à travers ces luttes et permettent de se coordonner ensemble, entre elles, etc. C'est pour ça que nous soutenons, par exemple, toutes les ZAD qui existent ou qui sont en constitution. C'est pour cela aussi que nous avons, dès le début, affirmé notre participation, même petite, dans le mouvement sur les retraites, dans le mouvement des jeunes sur le climat et dans le mouvement aussi de la jeunesse contre les violences policières. Parce que c'est en partant et en s'enracinant dans ces luttes qu'on pourra acquérir une force politique plus importante. Donc ça, c'est le premier objectif de ces rencontres d'été, c'est d'aller plus loin à la fois dans la réflexion sur ce qu'on appelle entre nous les 4 D de l'écologie de rupture: la démétropolisation, la démarchandisation, la déglobalisation et la décroissance choisie. La démétropolisation, parce qu'on en a assez de vivre dans des villes, dans des mégalopoles invivables, et qu'il faut que finalement on arrive à repenser
les villes telles qu'elles sont, les métropoles, pour, d'une certaine façon, arriver à penser une autre société écologiquement soutenable. La démarchandisation, parce qu'avec notre camarade, par exemple, qui n'a pas pu être là à ces journées, Paul Ariès, on réfléchit sur la question de la gratuité et de l'extension de la gratuité dans tous les domaines. La déglobalisation, parce que le coronavirus a montré que sans relocalisation, sans reconversion de l'économie, on n'arrivera à rien, on va dans le mur. Et de ce point de vue-là, il faut s'attaquer, pas seulement nationalement, mais aussi internationalement, à cette question de la globalisation capitaliste. Et la décroissance choisie, parce que quelque part, ça résume les 3 premiers D, et c'est une option qui aujourd'hui est presque abandonnée par les Verts. Les Verts sont attaqués comme décroissants par Macron, mais vous ne les entendrez jamais se réclamer de la décroissance choisie. Nous, on a décidé, à notre congrès fondateur en novembre, d'aller vers cette option de la décroissance choisie, ce qui veut dire faire un certain nombre de propositions, et on en parlera pendant ces rencontres, qui permettent d'accélérer le mouvement vers la décroissance choisie, qui n'est pas une régression sociale, mais qui est une façon, enfin ce que les latino-américains appellent le buen vivir, le bien vivre, le vivre ensemble mieux, quoi, hein. Et donc ça, c'est la base de notre écologie de rupture. Alors bon, tous ces débats, tous ces termes, etc., on va peut-être en discuter pendant ces 2-3 jours. D'ailleurs, les thèmes qui ont été choisis, que ce soit l'écoféminisme, l'écologie décoloniale, enfin, tous les débats qui vont avoir lieu tournent autour de ces questions, et on s'en félicite. Et surtout, on se félicite qu'il y ait plus de jeunes que d'habitude dans nos réunions, quoi, parce qu'on pense que c'est le moteur de l'histoire, c'est pas ma génération, c'est pas la génération de 68. La moteur de l'histoire maintenant, c'est vous, quoi. Et donc c'est la jeunesse qui se bat sur le climat et les violences policières, et que maintenant nous on a un rôle de relais, de transmetteur, et c'est ce qu'on voudrait faire aussi à travers ces journées. Bon, j'ai peut-être été déjà un peu long, je sais pas, voilà, merci. Merci donc pour cette belle entrée en matière. On aura le temps, à mon avis, de creuser toutes les questions que tu as commencé à esquisser, vu le magnifique programme qui est prévu et tous les ateliers. Donc moi, je tenais vraiment à vous remercier et vous féliciter pour avoir tenu 3 heures d'atelier comme ça le matin dès le dimanche. Bravo à tous et à toutes. Donc Fabien, qui devait vous faire un point sur l'organisation, va vous le faire à 14h, puisqu'on a des arrivées entre midi et 2, ici même. Donc on reprend nos occupations à partir de 14h dans cette salle. D'ici là, bon appétit.